Ce n'est pas la taille de Mamadi qu'on a applaudi. Ce n'est pas son béret ni sa tenue. On applaudit le discours qu'il a tenu, les engagements. Hum. Cette phrase, elle est vraiment percutante. Elle nous vient de l'homme politique guinéen Cellou Dalein Diallo. Et je trouve qu'elle résume parfaitement le drame politique qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour. Oui, c'est une phrase qui dit presque tout du point de départ, en fait. Pour bien comprendre la force de ces mots, il faut se souvenir d'où vient la Guinée. Exactement. On sortait quand même de la fin du régime d'Alpha Condé, de son troisième mandat très controversé. Le pays était dans une crise politique profonde. Tout à fait. Et donc le coup d'État de septembre 2021, il n'a pas été vu par tout le monde comme une simple prise de pouvoir par la force. Non, au contraire. Pour beaucoup, c'était perçu comme une libération, une vraie bouffée d'air. C'est exactement ce que Diallo décrit ici. Le soutien populaire au début n'allait pas à l'uniforme aux militaires, mais à une promesse. Voilà. Alors aujourd'hui, notre source unique, c'est un extrait d'une interview de Diallo sur TV5 Monde. Mais c'est une source très dense. Notre objectif, ça va être de déplier cette pensée, pour comprendre la mécanique d'une confiance politique, comment elle se construit, et puis comment elle s'effrite. Et on va parler de promesses, de contrats moraux et de ce qui se passe quand les règles du jeu, elles semblent changer en cours de partie. C'est ça. Et je pense que cette histoire, au-delà de la Guinée, nous dit beaucoup de choses sur la fragilité des transitions politiques. Ah oui, elle repose presque entièrement sur un élément très immatériel, la parole donnée. Alors justement, plongeons dans ce moment initial, cette espèce de lune de miel politique. Diallo insiste, on a applaudi le discours, les engagements. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des gens à ce moment-là? Je pense que ça montre une certaine maturité politique forgée dans la douleur des crises passées. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la population ne cherchait pas un sauveur, un homme providentiel. Elle cherchait des garanties. Le béret, la tenue, tout ça, c'est le symbole de la force. C'était secondaire. Ce qui comptait, c'était le cadre. Exactement. Le cadre, les principes. On sortait d'une période où la Constitution avait été, selon les opposants en tout cas, complètement tordue pour permettre un maintien au pouvoir. Donc la demande était claire. Plus jamais ça. Donc le soutien n'était pas un chèque en blanc. C'était plus un accord conditionnel, une sorte de « on vous soutient parce que vous avez dit les bons mots, maintenant on vous regarde faire ». C'est exactement ça, un contrat de confiance. Et au cœur de ce contrat, il y avait cette promesse fondamentale, la base de toute transition, le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, mais... Et c'est là que l'interview est intéressante. Diallo apporte une nuance capitale. Il dit qu'il ne s'agissait pas juste de promettre des élections un jour. La promesse, c'était de gérer tout le processus dans le respect strict des engagements pris. Le respect strict, c'est fort comme terme. Chaque mot compte. Ça sous-entend que la manière de faire est aussi, et peut-être même plus, importante que le but final. Le chemin compte autant que la destination. Surtout dans une situation post-coup d'État, j'imagine. Les institutions sont suspendues, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien. Le Parlement est dissous, la Constitution abrogée. La seule source de légitimité pour le nouveau pouvoir, ce n'est pas la loi d'hier, c'est sa propre parole. Sa crédibilité devient la seule monnaie d'échange. Voilà. Le soutien populaire du début, c'était donc un investissement de confiance énorme, basé sur la conviction que ces nouvelles autorités allaient non seulement fixer des règles, mais s'y tenir scrupuleusement. D'accord. Donc on a ce pacte initial, cette lune de miel politique basée sur des mots forts, un contexte de soulagement, mais on se doute bien que la musique a changé depuis. Qu'est-ce qui a grippé la machine d'après Diallo? Alors là, la rupture est décrite avec des mots d'une violence assez rare en politique. Diallo dit, je le cite, « Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il renie et qu'il viole tous ses engagements. Le verbe violer, c'est extrêmement fort. » Oui, on n'est plus dans le simple désaccord politique, on est dans le registre de la trahison d'un serment. C'est le sentiment que le contrat moral a été déchiré. Et ce sentiment, il se cristallise autour de quoi concrètement? C'est quoi la pièce à conviction, si on peut dire? La pièce à conviction, c'est un document, la charte de la transition. Et là, il y a un détail fascinant dans l'interview, sur lequel Diallo assiste beaucoup. Lequel? Il précise que cette charte a été rédigée par lui-même, donc par le colonel Doumbouya, le chef de la junte, et ensuite soumise au peuple. Attendez, ça change tout. Ce n'est pas un texte qui a été négocié et imposé de l'extérieur. Non? C'est le pouvoir en place qui, de sa propre initiative, a écrit les règles qui allaient le contraindre lui-même. Précisément. Et c'est cet acte d'auto-limitation qui a donné à la transition toute sa crédibilité au début. En faisant ça, la junte ne disait pas juste « voici ce qu'on va faire ». Elle disait « voici le cadre auquel nous nous soumettons et vous pouvez nous juger à l'aune de ce document ». D'accord.
Diallo ajoute même que le chef de la junte a juré de respecter et de faire respecter cette charte. On est presque dans une dimension sacrée de l'engagement public. Et quel était l'article de foi de ce document? La promesse qui tenait tout l'édifice. C'était la clause de neutralité absolue. La garantie ultime que cette transition n'était pas une OPA sur le pouvoir, mais juste une mission de service temporaire. Ok. Selon Diallo, les mots exacts prononcés étaient d'une clarté totale. Ni moi, ni personne du CNRD, c'est l'organe dirigeant de la junte, ou du gouvernement ne serait candidat. On est candidat à rien. On est candidat à rien. La formule elle est puissante. Elle est faite pour tuer dans l'œuf toute suspicion, toute ambition personnelle. C'était la clé de voûte. Pensez-y, dans beaucoup de transitions de ce type, la grande question, c'est toujours la même. Est-ce que ceux qui ont pris le pouvoir par les armes vont accepter de le rendre par les urnes? Oui, bien sûr. En affirmant « on est candidat à rien », la junte guinéenne a porté la réponse la plus forte possible. Elle disait « notre seule ambition, c'est d'organiser des élections propres et de partir. On est juste des arbitres ». C'est cet engagement qui a rendu tout le reste crédible, en fait. Totalement. Si vous retirez cette pierre, tout l'édifice de la confiance menace de s'effondrer. Parce que le doute s'installe sur la motivation profonde de chaque acte qui va suivre. Ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. On a donc ce fil à lion, une promesse de neutralité, un soutien populaire, puis un sentiment de reniement qui brise tout. Quelles sont les implications concrètes de cette dynamique pour la Guinée? Les implications sont profondes parce que ça touche au concept même de légitimité. Un gouvernement élu, même s'il est impopulaire, il tire sa légitimité des urnes. C'est un fait. D'accord. Mais un gouvernement de transition, issu d'un coup d'État, il n'a pas cette légitimité passée. Sa seule légitimité est future. C'est la promesse d'un retour à la normale et la crédibilité de ceux qui portent cette promesse. C'est un équilibre incroyablement précaire. C'est une légitimité qui doit se prouver chaque jour, par chaque action. Elle n'est jamais acquise. Voilà! Le problème, tel que le présente l'opposition, ce n'est plus seulement une question de calendrier électoral ou de référendum. Ça, ce sont des problèmes techniques. Le cœur du problème est devenu moral. Exactement. On est passé d'un débat sur le comment à une crise sur le qui. Peut-on encore faire confiance au pilote de l'avion s'il semble avoir changé de plan de vol sans prévenir personne? C'est une perspective très claire, celle de l'opposition. Mais pour jouer un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on peut imaginer une autre lecture? La junte ne pourrait-elle pas argumenter que les circonstances ont changé, que la stabilité du pays exigeait un changement de cap? C'est l'argument classique de la raison d'État ou de la nécessité fait loi. Oui, un pouvoir de transition pourrait toujours dire « la promesse initiale était sincère, mais la réalité du terrain nous impose de l'adapter. Le pays a besoin de stabilité et nous sommes les seuls à pouvoir la garantir. » Le problème, c'est que cet argument est extrêmement difficile à faire accepter quand la promesse initiale était aussi absolue et formulée comme un serment. Parce que ça ouvre une boîte de Pandore. Si on peut renier la promesse la plus fondamentale, celle qui a tout permis au début, alors toutes les autres promesses deviennent relatives. Problem, un problème d'engagement crédible. Comment faire confiance aux futures règles du jeu électoral si ceux qui les écrivent sont suspectés d'être à la fois arbitres et futurs joueurs? Toute la neutralité du processus est remise en cause. Voilà. Le point de vue de Diallo, c'est que le processus est vicié à la racine. Ce n'est pas une branche qui est malade, c'est le tronc. Et donc, tout ce qui en pousse, un fichier électoral, une nouvelle constitution, est perçu comme potentiellement empoisonné. On voit bien comment la crise se déplace. On n'est plus dans une négociation politique classique, mais dans une impasse sur la crédibilité même des acteurs. C'est un cercle vicieux, non? C'est toute la tragédie de la situation. Pour avancer vers des élections, il faut la confiance de tous. Mais si les actions du pouvoir en place érodent cette confiance, comment avancer? Technique. On peut envoyer tous les experts électoraux du monde. Si la méfiance persiste sur les intentions des organisateurs, le blocage demeure. Il faudrait d'abord reconstruire ce socle de confiance. Et ça, c'est infiniment plus complexe que de rédiger une loi. Bon, si on essaie de rassembler un peu les pièces. On est parti d'un moment de grand espoir en Guinée, un espoir qui, chose assez rare, ne reposait pas sur le culte d'un homme, mais sur la force de ses mots. Sur la force de ses engagements, oui. Un espoir qui tenait à une architecture précise. Un retour promis à l'ordre constitutionnel, dont la clé de voûte était ce serment de neutralité. On n'est candidat à rien. Voilà. C'était le cœur du contrat moral passé avec le peuple. Et ce contrat, selon la perspective de notre source en tout cas, a été rompu. Cet espoir s'est transformé en un sentiment de trahison.
Une trahison cristallisée par la perception que cette promesse centrale a été violée, ce qui ouvre la voie à une possible candidature des membres de la transition. Ce qui nous ramène à l'importance cruciale de la parole en politique, surtout dans ces moments de bascule où un pays est en équilibre. Toute la crédibilité d'un processus peut s'effondrer à cause d'un seul engagement perçu comme non tenu, surtout s'il s'agissait du plus symbolique. Et toute cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse qui va bien au-delà du cas guinéen. Oui, une question pour la suite. Lorsqu'un nouveau pouvoir gagne la confiance en établissant lui-même ses propres limites, puis qu'il donne le sentiment de les effacer, comment un pays peut-il encore trouver le chemin d'un ordre stable? Une fois que ce pacte de confiance est brisé. Sur quoi peut-on reconstruire? Que faut-il pour retisser un lien entre les gouvernants et les gouvernés?